Chapitre 1. Les fondations. Victor Sinclair avait bâti sa vie sur deux principes inébranlables, la loyauté et le sens des conséquences. À 45 ans, il se comportait avec la précision mesurée d'un homme ayant passé 15 ans dans le renseignement militaire avant de se reconvertir dans le conseil en sécurité privée. Parmi ses clients figuraient des entreprises du Fortune 500, des diplomates étrangers et, occasionnellement, des personnes qui avaient besoin que leurs problèmes disparaissent discrètement. La vaste demeure du comté de Westchester reflétait sa réussite, 6 chambres, un jardin impeccable et un système de sécurité à faire pâlir d'envie le Pentagone. Mais c'était dans son bureau au sous-sol, insonorisé et équipé de moniteurs, que résidait le véritable savoir-faire de Victor. Il comprenait la surveillance, la pression psychologique et l'art délicat de contraindre les gens à révéler leurs secrets. Sa femme, Brooke, avait 28 ans lorsqu'ils se sont mariés 5 ans plus tôt. Une superbe brune au regard ambitieux qui avait travaillé dans les relations publiques pour une entreprise de Manhattan. Elle l'avait courtisé sans relâche lors d'un gala de charité, se disant attirée par son intensité mystérieuse. Victor, de 15 ans son aîné et récemment divorcé d'un mariage qui s'était effondré sous le poids de ses déploiements militaires, avait été flatté par son attention. Brooke s'était rapidement adaptée au style de vie que lui offrait son argent. Elle avait quitté son emploi au bout de 6 mois, prétextant vouloir se concentrer sur sa carrière et, un jour, fonder une famille. Victor s'était contenté de cet arrangement. Ils voyageaient fréquemment pour le travail, et Brooke semblait heureuse de gérer leur agenda social et de redécorer leur maison avec un goût prononcé. La première fissure est apparue il y a 18 mois, lorsque Victor a remarqué de subtils changements. Le téléphone de Brooke s'est collé en permanence à sa main, l'écran contre la table. Elle a développé de nouveaux centres d'intérêt. Des cours de yoga qui duraient inhabituellement tard, des clubs de lecture qui ne semblaient jamais parler de livres et des virées shopping qui généraient étonnamment peu d'achats sur toute la durée. L'entraînement de Victor lui avait appris à se fier à son instinct, et son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais il avait aussi appris la patience. Les actions précipitées menaient à des résultats bâclés. Et Victor Sinclair n'obtenait jamais de résultats bâclés. Alors il observait. Il remarqua que les cours de yoga du mercredi de Brooke coïncidaient avec ses dîners clients habituels en ville. Il remarqua que son club de lecture se réunissait exclusivement lorsqu'il était en déplacement professionnel. Il remarqua la façon dont elle avait commencé à prendre une douche dès son retour de course et comment elle avait commencé à faire sa lessive elle-même au lieu de la confier à leur service habituel. 3 mois d'observation lui avaient permis d'établir un schéma précis. 3 mois supplémentaires d'enquête discrète, utilisant des compétences perfectionnées par son ancienne carrière, lui avaient permis de se faire un nom. Todd Brennan, 34 ans, coach sportif et propriétaire d'une petite salle de sport à Mount Kisco, non loin de là. Mais Victor ne les confronta pas. Au lieu de cela, il commença à planifier. L'homme qui avait orchestré avec succès des opérations de contre-espionnage sur 3 continents comprenait que la meilleure vengeance n'était pas la colère. Elle était froide, calculée et absolument dévastatrice. Brooke et Todd pensaient vivre une liaison secrète. Ils ignoraient qu'ils tombaient dans un piège qu'ils avaient préparé pendant 2 ans. Le bureau au sous-sol de Victor contenait désormais des dossiers sur eux deux qui rivaliseraient avec ceux des dossiers du FBI. Les finances de Todd, l'ordonnance restrictive de son ex-petite amie, sa dépendance à la cocaïne qu'il pensait avoir cachée à tout le monde. L'addiction au shopping de Brooke, son désir désespéré de préserver les apparences, sa dépendance croissante aux anxiolytiques. Mais ce n'étaient là que les points de pression évidents. Victor avait approfondi le sujet, identifiant leur vulnérabilité psychologique, leurs peurs, leurs rêves. Il savait que Todd devait encore $60 000 à son ex-associé, provenant d'une entreprise de compléments alimentaires en faillite. Il savait que Brooke avait rencontré secrètement des avocats spécialisés en divorce, prévoyant de s'emparer de la moitié de tout ce que Victor avait construit. Il pensait jouer à un simple adultère. Victor jouait aux échecs sur un échiquier qu'il ne pouvait même pas voir. L'appel arriverait bientôt. Victor s'en était assuré. À ce moment-là, la phase finale de son plan commencerait, et Brooke et Todd découvriraient que certaines personnes ne devraient jamais être trahies. Chapitre 2. La découverte. La véritable confirmation survint un jeudi soir, lorsque Victor revint à l'improviste d'un voyage d'affaires censé durer une semaine à Chicago. Il annonça à Brooke que son vol était retardé jusqu'à vendredi, puis rentra directement chez lui au lieu d'aller à son hôtel. Il n'entra pas par la porte d'entrée. Il emprunta l'entrée de service par le garage, se déplaçant dans sa propre maison comme le fantôme qu'il avait été dressé à être. Les bruits provenant de l'étage lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir.
Le rire de Brooke, des voix masculines inconnues, la musique plus forte qu'elle ne le permettait jamais quand il était chez lui. Victor se posta dans le couloir, hors de portée de la caméra de sécurité, et tendit l'oreille. La voix de Todd était distinctive, plus grave que celle de Victor, avec une arrogance désinvolte qui suggérait qu'il se sentait parfaitement à l'aise chez un autre homme. Mais il y avait une deuxième voix masculine, que Victor ne reconnut pas. « Je t'avais bien dit que cet endroit était fou », dit l'inconnu. « Ta meuf s'est vraiment trouvé un sugar daddy. »« Ce n'est pas ma meuf », répondit Todd. Sa voix était plus proche maintenant, probablement dans la cuisine. « C'est strictement professionnel. Un mari riche voyage tout le temps. Une femme seule a besoin d'attention. Chacun obtient ce qu'il veut. » Brooke rit. « Ne sois pas si romantique, Todd. Même si je dois admettre qu'avoir la maison pour nous seuls est agréable. Victor perdrait la tête s'il savait que je suis divertissante. Que va-t-il faire? Engager quelqu'un pour te surveiller? » La voix inconnue retentit à nouveau, suivie de rires des trois autres. Victor sourit dans l'obscurité. Si seulement il savait. Il se retira dans son bureau au sous-sol et visionna les images de surveillance des 3 dernières heures. Todd était arrivé à 19h, suivi 20 minutes plus tard par un autre homme que le logiciel de reconnaissance faciale de Victor identifia comme Derek Hollis, 29 ans, un barman de Manhattan, avec un casier. Manipulation Elena had described. But Linda seemed remarkably stable for some whose entire reality had been rewritten twice. Linda, how do you feel about discovering that your memory were changed? Confused at first, but then relieved. I always felt like something was missing, like there were pieces of my life that didn't fit together. When the real memory came back, everything made sense. And you're not angry at your mother for lying to you. Linda considered this carefully. I think she did what she thought was best to protect me, but I'm glad I found you, Daddy. I've been alone for so long. Victor felt the weight of responsibility settling on his shoulder. This young woman was his doctor, created by a brief relationship 20 years ago, shaped by lies and manipulation, but ultimately innocent of the game adult had played around her. Linda, if you come home with me, things will be complicated. Your mother's death means you have no other family except me, and I've never been a father before. I don't know if I'll be good at it. We'll figure it out together, she said with a smile that reminded Victor of Elena at her best. Confident, optimistic, unafraid of challenge. Over the next 2 hours, Dr. Rodriguez explained the discharge process and provided Victor with contact for therapists who specialized in recovery memory case. Linda would need ongoing psychological support as she adjusted to her restored identity, but her prognosis was good. As they walked to the hospital parking lot, Linda carrying a small bag of personal items, Victor's phone buzzed with a text from an unknown number. Taking good care of her doctor, ici. Remember, she's all you have left of me now. Don't waste the opportunity. Victor deleted the message without responding. Elena was still watching, still manipulating events from a distance. But she'd made a crucial error. She'd given him something more important than revenge or justice. She'd given him a doctor. Daddy? Linda asked a Irish Liskar. What happened now? Victor looked at this young woman who shared his blood but not his history, who had been shaped by lies but somehow remained genuine. Who had lost her mother but gained a father in the same terrible night. Now we go home, he said. And we start over. As they drove away from the hospital, Victor made a silent promise. He would protect Linda from Elena's continued manipulation, from the truth about last night's murder and from the darkness that had shaped his own life for too long. The man who had spent 2 years planning elaborate revenge was dead, burned up in the same explosion that had killed his enemy. In his place was someone new, a father who would choose his daughter's future over his own past. It wasn't the ending Victor had planned. But I listened to Linda talk excitedly about seeing her new home, and realized it might be the ending he deserved. The game was over. Elena had won, Brooke and Todd were dead, and Victor had a daughter to raise. Some victory, he was learning, felt remarkably like defeats. But some defeats opened doors to possibility that revenge could never provide. Victor Sinclair, the ruthless intelligence operative, was finished.
Victor Sinclair, The Fater, was just a beginning. Épilogue. Simon Latte, Victor stood in his renovated basement, which was no longer in surveillance center, but Linda S.R. studio. She discovered a talent for painting during her therapy session, and her canvas filled the room with color and life. The official investigation into the apartment explosion had concluded exactly as Elena had planned, accidental death due to negligent building maintenance. Brock's estate had been settled, her betrayal never discovered by the authority. Victor had quietly contacted the FBI about Todd's intelligence connection, providing enough anonymous evidence to trigger a counterintelligence investigation. Several other Russian assets had been identified and neutralized. As a result, Elena remained a ghost, occasionally sending intraçable message that Victor no longer answered. She was alive somewhere, probably running new operation, playing new game. But she gotten what she wanted. Victor had changed from the man she known in Afghanistan into someone who could choose family over vengeance. Linda was thriving. She enrolled in college, made friends, and slowly built a life that belonged entirely to her. The manufactured memory had been integrated with her real history through months of therapy, and she emerged stronger than anyone had expected. She still called him Daddy, and Victor had learned to love the sound of it. Dad, Linda called from upstairs. Dinner is ready. Victor smiled and headed towards the kitchen, leaving behind the basement where Edeon's planned destruction and moving toward a future built on hope instead of revenge. Some battles, Ede learned, were won by laying down weapons rather than picking them up. And some family were forged in fire, but tempered by the choice to love instead of hate. Victor Sinclair had finally found a mission worth completing, being the Fater his doctor deserved. The man who never forgave anyone had learned to forgive himself. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Share your thoughts in the comments section. Thanks for your time. If you enjoy this story, please subscribe to this channel. Elle voyageait tout le temps, toujours impliquée dans des choses dont elle ne pouvait pas parler. Je savais qu'elle n'était pas vraiment une agente de voyage comme elle le prétendait. Et quand elle a décidé de faire modifier mes souvenirs, elle m'a expliqué que c'était pour ma sécurité, que des gens pourraient me faire du mal s'ils apprenaient qui était vraiment mon père. Linda, ta mère t'a dit que j'étais ton père. Il y a 3 mois, oui. Elle a dit qu'il était temps que je sache la vérité, que j'étais assez grande pour l'assumer. Elle m'a dit que tu étais une spécialiste de la sécurité qui avait travaillé pour le gouvernement, que tu étais courageuse et bonne, mais aussi dangereuse quand il le fallait. Victor s'est assis en face d'elle, essayant d'assimiler cette nouvelle information. T'a-t-elle dit pourquoi elle avait simulé sa mort toutes ces années auparavant? Elle a dit que c'était une mission qui avait mal tourné, mais qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle car cela nous mettrait tous les deux en danger. Elle nous surveillait de loin, s'assurant que nous étions en sécurité. Le docteur Rodriguez s'est éclairci la gorge. Monsieur Sinclair, je vais vous laisser un peu de temps pour discuter, mais Linda, rappelez-vous ce que nous avons dit sur la lenteur du traitement des informations traumatiques. Après le départ du médecin, Victor a examiné le visage de sa fille, à la recherche de signes de la manipulation psychologique décrite par Elena. Mais Linda semblait remarquablement stable pour quelqu'un dont la réalité avait été réécrite 2 fois. Linda, comment vous sentez-vous en découvrant que vos souvenirs ont été modifiés? D'abord confuse, puis soulagée. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, comme si des morceaux de ma vie ne s'emboîtaient pas. Quand les vrais souvenirs sont revenus, tout a pris sens. Et tu n'en veux pas à ta mère de t'avoir menti. Linda réfléchit attentivement. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour me protéger, mais je suis contente de t'avoir trouvé, papa. J'ai été seule si longtemps. Victor sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Cette jeune femme était sa fille, née d'une brève relation il y a 20 ans, façonnée par les mensonges et la manipulation, mais finalement innocente des jeux des adultes autour d'elle. Linda, si tu reviens avec moi, les choses vont se compliquer. La mort de ta mère signifie que tu n'auras plus d'autre famille que moi, et je n'ai jamais été père auparavant. Je ne sais pas si j'y arriverai. On trouvera une solution ensemble, dit-elle avec un sourire qui rappela à Victor Elena à son meilleur. Confiante, optimiste, sans peur des défis. Au cours des 2 heures qui suivirent, le docteur Rodriguez expliqua le processus de sortie et indiqua à Victor des contacts de thérapeutes spécialisés dans les cas de souvenirs retrouvés. Linda aurait besoin d'un soutien psychologique continu pour s'adapter à son identité retrouvée,
mais son pronostic était bon. Alors qu'il se dirigeait vers le parking de l'hôpital, Linda portant un petit sac d'effets personnels, le téléphone de Victor vibra, un message d'un numéro inconnu. « Je prends bien soin de notre fille, je vois. Souviens-toi, c'est tout ce qu'il te reste de moi maintenant. Ne gâche pas cette occasion. » Victor effaça le message sans répondre. Elena observait toujours, manipulant toujours les événements à distance. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle lui avait donné quelque chose de plus important que la vengeance ou la justice. Elle lui avait donné une fille. « Papa » demanda Linda en arrivant à sa voiture. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Victor regarda cette jeune femme qui partageait son sang mais pas son histoire, qui avait été façonnée par le mensonge mais qui, d'une certaine manière, était restée authentique. Qui avait perdu sa mère mais gagné un père lors de cette même nuit terrible. « Maintenant, on rentre à la maison, dit-il. Et on recommence. » Alors qu'il quittait l'hôpital, Victor fit une promesse silencieuse, il protégerait Linda des manipulations incessantes d'Elena, de la vérité sur les meurtres de la nuit dernière et des ténèbres qui avaient trop longtemps marqué sa propre vie. L'homme qui avait passé 2 ans à préparer une vengeance élaborée était mort, consumé par la même explosion qui avait tué ses ennemis. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, un père qui choisirait l'avenir de sa fille plutôt que son propre passé. Ce n'était pas la fin que Victor avait imaginée. Mais en écoutant Linda parler avec enthousiasme de sa nouvelle maison, il réalisa que c'était peut-être la fin qu'il méritait. La partie était terminée. Elena avait gagné, Brooke et Todd étaient morts, et Victor avait une fille à élever. Certaines victoires, apprenait-il, ressemblaient étrangement à des défaites. Mais d'autres ouvraient des portes à des possibilités que la vengeance ne pouvait jamais offrir. Victor Sinclair, l'impitoyable agent de renseignement, était fini. Victor Sinclair, le père, ne faisait que commencer. Épilogue. 6 mois plus tard, Victor se tenait dans son sous-sol rénové, qui n'était plus un centre de surveillance, mais l'atelier d'art de Linda. Elle s'était découvert un talent pour la peinture lors de ses séances de thérapie, et ses toiles emplissaient la pièce de couleur et de vie. L'enquête officielle sur l'explosion de l'appartement s'était conclue exactement comme Elena l'avait prévu, un décès accidentel dû à un entretien négligent de l'immeuble. La succession de Brooks avait été réglée, ses trahisons n'ayant jamais été découvertes par les autorités. Victor avait discrètement contacté le FBI au sujet des liens de Todd avec les services de renseignement, fournissant suffisamment de preuves anonymes pour déclencher une enquête de contre-espionnage. Plusieurs autres agents russes avaient été identifiés et neutralisés. De ce fait, Elena restait un fantôme, envoyant parfois des messages intraçables auxquels Victor ne répondait plus. Elle était vivante quelque part, menant probablement de nouvelles opérations, jouant à de nouveaux jeux. Mais elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Victor était passé de l'homme qu'elle avait connu en Afghanistan à quelqu'un qui pouvait privilégier la famille à la vengeance. Linda s'épanouissait. Elle s'était inscrite à l'université, s'était fait des amis et avait lentement construit une vie qui lui appartenait entièrement. Les souvenirs fabriqués avaient été intégrés à sa véritable histoire grâce à des mois de thérapie, et elle en était ressortie plus forte que quiconque ne l'aurait cru. Elle l'appelait toujours « Papa », et Victor avait appris à aimer ce nom. « Papa », appela Linda d'en haut. « Le dîner est prêt. » Victor sourit et se dirigea vers la cuisine, laissant derrière lui le sous-sol où il avait jadis planifié la destruction, pour se diriger vers un avenir fondé sur l'espoir plutôt que sur la vengeance. Certaines batailles, avait-il appris, se gagnaient en déposant les armes plutôt qu'en les prenant. Et certaines familles étaient forgées dans le feu, mais tempérées par le choix d'aimer plutôt que de haïr. Victor Sinclair avait enfin trouvé une mission qui valait la peine d'être accomplie, être le père que sa fille méritait. L'homme qui n'avait jamais pardonné à personne avait appris à se pardonner à lui-même. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Judiciaire pour petit vol et agression. Ce n'était donc pas une simple liaison. Brooke organisait des fêtes chez lui, traitant son espace comme son terrain de jeu personnel. Son manque de respect était d'une audace stupéfiante. Victor ouvrit le dossier intitulé « Phase 2 » sur son ordinateur. À l'intérieur se trouvaient des profils psychologiques détaillés, des relevés financiers et une chronologie s'étendant sur 6 mois. Chaque appel téléphonique serait surveillé, chaque mouvement traqué, chaque vulnérabilité exploitée. Mais d'abord, il devait établir les règles d'engagement. Victor passa un seul coup de fil à son ancien collègue Marcus Chin,
qui dirigeait désormais une entreprise de sécurité privée dans le Queens. J'ai besoin de 3 hommes pour une mission de consultation. Discret et professionnel. Demain matin à 9 heures. Puis il se rendit à l'hôtel pour la nuit, s'assurant que son alibi ne soit pas compromis. Le lendemain matin, Victor rentra chez lui et trouva Brooke dans la cuisine, vêtue de sa robe de soie préférée, l'air parfaitement innocent. Elle l'accueillit d'un baiser au goût de mensonge. « Comment c'était à Chicago ?» demanda-t-elle en remplissant sa tasse de café. « Productif », répondit Victor en scrutant son visage à la recherche d'indices. La légère tension autour de ses yeux, la façon dont ses doigts tambourinaient sur le comptoir. Elle était nerveuse, mais essayait de le cacher. « Je devrais peut-être prolonger mon prochain séjour à Los Angeles. Je pourrais être absent 10 jours au lieu de 5. Le soulagement de Brooke était presque imperceptible, mais Victor avait passé des années à déchiffrer les micro-expressions. « C'est bon, ma puce. Je vais m'occuper. J'en suis sûr. » Cet après-midi-là, alors que Brooke était à son club de lecture, Marcus Chin et son équipe ont procédé à un audit de sécurité complet de la maison. Ils ont installé des caméras supplémentaires, modernisé le système d'alarme et placé des dispositifs de surveillance qui enregistreraient chaque appel téléphonique et chaque recherche sur Internet effectuée sur la propriété. Victor leur a également fait installer un dispositif spécial dans la chambre principale, un dispositif qui entrerait en jeu bien plus tard, lorsque Brooke se sentirait en sécurité. Le soir venu, la maison de Victor était devenue un centre de surveillance qui rendrait la NSA jalouse. Chaque pièce était surveillée, chaque entrée surveillée, chaque conversation enregistrée. Brooke ignorait totalement qu'elle vivait désormais en cage. La touche finale est arrivée ce week-end-là. Victor a annoncé son départ pour Los Angeles la semaine suivante, puis a secrètement demandé à des détectives privés de photographier Brooke et Todd ensemble à 3 endroits différents. Les images seraient cruciales pour la suite, mais les photos n'étaient qu'un début. Victor avait également organisé une inspection surprise de la salle de sport de Todd par les services de santé, décelant des infractions qui lui coûteraient des milliers de dollars à corriger. Il avait fait en sorte que des recolis soient signalés dans le système, garantissant ainsi que son prochain contrôle routier donnerait lieu à une recherche qui permettrait de retrouver la cocaïne que Victor avait anonymement dénoncée à la police. C'étaient des coups de semonce, une pression douce destinée à créer du stress sans en révéler la source. Au cours du mois suivant, Victor vit ses cibles craquer sous la pression croissante. Les problèmes professionnels de Todd le rendaient de plus en plus désespéré. Les ennuis judiciaires de Derrick le rendaient paranoïaque et peu fiable. Brooke, sentant la tension chez son amant, se mit à boire davantage et à doubler ses anxiolytiques. Il faiblissait, exactement comme Victor l'avait prévu. Bientôt, il serait prêt pour la phase finale de sa vengeance. Mais d'abord, il devait introduire un élément supplémentaire dans le jeu. Quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait vu venir. Chapitre 3. Le piège. Le plan de Victor nécessitait un catalyseur, quelqu'un qui pourrait servir à la fois de témoin et de complice involontaire. Il la trouva en la personne de Lily Morrison, une actrice de 22 ans qui peinait à joindre les deux bouts à New York. Avec ses cheveux auburn et sa silhouette menue, elle ressemblait vaguement à ce à quoi pourrait ressembler une fille de lui et Brox. Le milieu de Lily convenait parfaitement aux besoins de Victor. Originaire de l'Oregon, sans famille à New York, elle cherchait désespérément à payer des cours de théâtre tout en cumulant 3 emplois à temps partiel. Elle était aussi exactement le genre de jeune femme vulnérable que Brooke et Todd auraient soit rejeté, soit tenté d'exploiter. Victor l'a contactée via un casting officiel pour un thriller psychologique qu'il prétendait produire de manière indépendante. Le rôle, expliqua-t-il, nécessiterait une méthode d'interprétation. Elle devrait passer plusieurs semaines dans son personnage, vivant comme une personne au parcours psychologique complexe. Le personnage a subi un traumatisme important, expliqua Victor lors de leur première rencontre dans un café de Manhattan. Elle a fait des séjours psychiatriques à répétition, lutte contre des problèmes d'identité et entretient une relation compliquée avec ses figures parentales. Êtes-vous à l'aise pour explorer ce territoire émotionnel? Les yeux de Lily s'illuminèrent de la soif que Victor avait anticipée. Absolument. J'ai fait du Shakespeare, du théâtre expérimental. La complexité psychologique ne me fait pas peur. Excellent. Le salaire est de 50 000 $ pour 6 semaines de travail, mais vous devrez maintenir le personnage même en dehors du tournage. Voyez cela comme un exercice de méthode d'acteur prolongé. L'argent était suffisant pour garantir l'engagement total de Lily. Victor lui a fourni un historique détaillé du personnage. Linda Chambers,
une jeune femme ayant séjourné en psychiatrie, qui avait de vagues souvenirs d'avoir été séparée de sa famille et qui souhaitait désespérément renouer avec des parents qui ne se souvenaient peut-être même pas d'elle. Pendant 3 semaines, Victor a travaillé avec Lily pour développer le personnage de Linda. Il lui a appris des manières spécifiques, l'a coaché sur les schémas psychologiques d'une personne ayant vécu en institution et lui a fourni suffisamment de détails pour convaincre n'importe quel observateur occasionnel. Pendant ce temps, la pression sur ses cibles continuait de monter. La salle de sport de Todd a échoué à une deuxième inspection, ce qui a entraîné une fermeture temporaire qui lui a coûté près de $20 000. Derek a été de nouveau arrêté, cette fois pour des accusations qui seraient probablement retenues. Brooke, sentant le désespoir croissant de son amant, a commencé à envisager le divorce plus sérieusement. Victor savait, grâce à leur conversation, que Brooke avait engagé un avocat et prévoyait de déposer des documents après son prochain voyage d'affaires. Todd et elle avaient envisagé d'emménager ensemble une fois qu'elle aurait obtenu son accord. Ils pensaient approcher de la victoire. Au lieu de cela, ils se dirigeaient vers la fin de la partie de Victor. L'appel au centre médical de Westchester arriva un mercredi après-midi. Victor entretenait une relation avec le docteur Elena Rodriguez, directrice du service psychiatrique, depuis plusieurs mois. Elle pensait consulter sur un cas complexe concernant une jeune femme atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Une personne retrouvée errant dans Manhattan sans aucun souvenir précis de son passé. Nous la maintenons en observation depuis 48 heures, expliqua le docteur Rodriguez lors de leur conversation téléphonique. Elle demande un certain Victor. Il prétend être son père. Nous avons enfin trouvé une correspondance dans notre base de données. Victor exprima une inquiétude et une confusion légitime. Je n'ai pas de fille, docteur Rodriguez, il doit y avoir une erreur. C'est ce qui rend ce cas si intéressant. Elle possède des informations très précises sur votre adresse, votre domicile, et décrit même des pièces d'une manière qui suggère qu'elle y est allée. Il est possible qu'elle vous ait rencontré, vous ou votre famille, dans un contexte qui a créé un faux schéma de mémoire. Que recommandez-vous? Nous aimerions que vous veniez lui parler. Parfois, voir la personne permet de clarifier s'il s'agit d'un lien authentique ou d'une construction psychologique. Quoi qu'il en soit, votre coopération pourrait être cruciale pour son traitement. Victor était d'accord, bien sûr. Il a également veillé à ce que la conversation soit enregistrée et que le docteur Rodriguez comprenne qu'il venait en bon samaritain, aidant une jeune femme désorientée qui avait fait une fixation sur lui. Le décor était désormais planté. Lily Morrison était devenue Linda Chambers à tel point qu'elle avait convaincu des psychiatres qualifiés. Brooke et Todd planifiaient leur avenir avec l'argent qu'ils pensaient voler à Victor. Derrick était en détention, incapable d'intervenir sur ce qui allait arriver. Victor avait passé 2 ans à construire ce moment où tout. Les fils se rejoindraient dans une confrontation qui détruirait complètement la vie de son ennemi. Il passa un dernier coup de fil avant de se rendre à l'hôpital. Son avocat, William Foster, était spécialisé dans le genre de problèmes juridiques discrets que des hommes comme Victor rencontraient parfois. Bill, j'ai besoin de vous en permanence. Il pourrait y avoir des complications dans ma vie personnelle la semaine prochaine. Rien de criminel, mais peut-être un peu compliqué. Compris. Même arrangement que précédemment. Exactement. Documentation complète, discrétion absolue et tout le nettoyage nécessaire. Victor raccrocha et se regarda dans le miroir. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme d'affaires prospère préoccupé par un appel téléphonique dérangeant. Personne ne soupçonnerait qu'il était sur le point d'orchestrer la destruction totale de 3 personnes qui pensaient pouvoir le trahir. Le trajet jusqu'au Westchester Medical Center dura 23 minutes. À son arrivée, Victor fut accueilli par le docteur Rodriguez, qui le conduisit à travers des couloirs stériles vers l'aile psychiatrique. « Je vous préviens, dit-elle en marchant. Linda a beaucoup insisté sur votre relation. Elle pourrait devenir émotive lorsqu'elle vous voit. Nous devrons observer sa réaction pour déterminer si c'est thérapeutique ou potentiellement nocif pour son état mental. Bien sûr, je veux juste aider si je peux. » Ils s'arrêtèrent devant une porte indiquant la salle de consultation B. Par la petite fenêtre, Victor pouvait voir Lily Morrison, non, Linda Chambers maintenant, assise à une petite table, en tenue d'hôpital, et ressemblant exactement à une personne ayant séjourné en psychiatrie. Elle avait fait son travail à la perfection. Le docteur Rodriguez ouvrit la porte et entra. « Linda, voici Victor Sinclair. Vous avez dit que vous vouliez le voir. » Lily leva les yeux et,
l'espace d'un instant, Victor crut presque à sa performance. Ses yeux se remplirent de larmes. Son visage exprimait un mélange d'espoir et de confusion qui semblait absolument sincère. « Papa » murmura-t-elle. Et à cet instant, la vengeance de Victor commença pour de bon. Chapitre 4. La reconnaissance. Ce mot frappa Victor comme un coup physique, même s'il s'y attendait. La performance de Lily était impeccable. La voix tremblante, la façon dont elle se leva à moitié de sa chaise avant de se rasseoir. Des larmes qui semblaient jaillir d'une émotion sincère plutôt que d'une technique d'acteur. « Je savais que tu viendrais », continua-t-elle, la voix brisée. « On avait dit que tu ne viendrais pas, mais je savais que tu finirais par t'en souvenir. » Le docteur Rodriguez observa attentivement la réaction de Victor. Son expression de confusion choquée était tout à fait sincère. Non pas qu'il fût surpris par les paroles de Lily, mais parce que sa performance était si convaincante qu'il en vint presque à remettre en question son propre plan. « Je suis désolé », dit lentement Victor. Sa voix s'harmonisa soigneusement pour exprimer l'inquiétude plutôt que la reconnaissance. « Je pense qu'il y a eu une erreur. Je n'ai pas de fille », le visage de Lily se décomposa, mais elle ne rompit pas son personnage. Au lieu de cela, elle regarda le docteur Rodriguez avec des yeux désespérés. Il ne se souvient pas. Ils ont dit que cela pourrait arriver. Les médecins de l'autre endroit ont dit que le traumatisme avait peut-être aussi affecté sa mémoire. Quel autre endroit, demanda doucement le docteur Rodriguez où ils nous gardaient tous les deux. Après l'accident, la voix de Lily se réduisit à un murmure. Papa, tu as été si gravement blessé. Ils ont dit que tu ne te souvenais peut-être pas de la fois précédente. Victor ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'hôpital. Lily improvisait maintenant, ajoutant des détails qu'il n'avait pas répétés. Soit elle était meilleure actrice qu'il ne l'avait imaginé, soit elle était sincèrement perturbée par le rôle qu'elle jouait. Linda, dit prudemment le docteur Rodriguez. Pouvez-vous nous parler de cet accident? La voiture a coulé, répondit Lily, les yeux rivés sur le visage de Victor. Maman conduisait. Je me souviens du froid, de l'obscurité et du réveil dans un endroit au mur blanc. Ils ont dit que papa était dans un autre établissement, qu'il avait besoin de soins spéciaux pour sa blessure à la tête. Victor eut la bouche sèche. Il avait donné à Lily des informations sur les soins psychiatriques et la séparation familiale, mais rien sur un accident ou son propre traumatisme. Elle créait ce récit en temps réel, et il était d'une précision troublante. Monsieur Sinclair, demanda le docteur Rodriguez en se tournant vers lui, avez-vous déjà subi un traumatisme crânien? Des périodes de perte de mémoire? Le dossier médical militaire de Victor faisait état d'une commotion cérébrale due à l'explosion d'un engin explosif improvisé en Afghanistan. Quelque chose qu'il avait volontairement omis lors de l'entretien avec Lily. Elle n'aurait jamais pu le savoir. Ah oui, en fait. Le service militaire, mais c'était il y a 15 ans, et je n'ai jamais eu de problème de mémoire. Il marqua une pause, laissant transparaître une certaine confusion dans sa voix. Êtes-vous en train de dire que cette jeune femme croit être ma fille d'avant ma blessure? C'est une possibilité qu'il faut explorer, répondit le docteur Rodriguez. Linda, pouvez-vous nous dire autre chose sur votre père? Des détails qui pourraient nous aider à comprendre le lien que vous ressentez pour monsieur Sinclair. Lily s'essuya les yeux et prit une inspiration tremblante. Il me lisait des histoires sur une princesse qui vivait dans une tour et il avait une cicatrice à cet endroit sur l'épaule. Elle désigna un point sur son omoplate gauche datant de l'époque où il était soldat. Le sang de Victor se glaça. Il avait une cicatrice exactement à cet endroit, due à des éclats d'obus qui avaient déchiré son gilet tactique. Et quand il était plus jeune, beaucoup plus jeune, il lisait des histoires à son neveu avant de dormir, sur une princesse dans une tour. Des histoires qu'il avait inventées pour aider le garçon à dormir après la mort de ses parents. Mais ces détails ne figuraient dans aucun dossier auquel Lily aurait pu accéder. Il avait été extrêmement prudent quant aux informations qu'il lui fournissait. Docteur Rodriguez, dit Victor, la voix tendue par une émotion qui n'était plus entièrement simulée. J'ai besoin de vous parler en privé. Ils sortirent de la salle de consultation, laissant Lily assise à la table, les yeux fixés sur ses mains avec une expression de solitude accablante. Docteur, je vais être tout à fait honnête avec vous, dit Victor, son esprit explorant toutes les possibilités. J'ai déjà été marié, brièvement. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ma femme est morte dans un accident de voiture. On m'a dit qu'il n'y avait pas de survivants.
C'était un mensonge total, mais c'était la seule explication qui donnait un sens à ce qui venait de se passer. Le docteur Rodriguez hocha lentement la tête. Quel âge aurait eu votre fille au moment de l'accident si elle avait existé? Environ 7 ans. Mais on ne m'a jamais parlé d'enfant. Le rapport officiel disait que ma femme était seule dans la voiture. La suppression de la mémoire est une réaction documentée au traumatisme grave, tant chez les adultes que chez les enfants. Le docteur Rodriguez a expliqué, il est possible que les souvenirs de Linda à votre sujet soient réels, mais fragmentés. Il est également possible que votre propre réaction traumatique à la perte de votre femme ait consisté à refouler les souvenirs d'un enfant. Victor avait l'impression de tomber dans un piège qu'il avait lui-même créé. Lily Morrison était censée jouer un rôle, mais les détails qu'elle a fournis, qui faisaient écho à son propre passé soigneusement caché, suggéraient quelque chose de bien plus complexe. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. Nous poursuivons l'évaluation. Les tests ADN apporteraient des réponses définitives quant à tout lien biologique. En attendant, je vous recommande de subir tous les deux une évaluation psychologique pour explorer ces souvenirs retrouvés. Victor hocha la tête, son esprit calculant déjà les implications. Un test ADN prouverait que Lily n'était pas sa fille, mais l'évaluation psychologique pourrait révéler des choses sur son propre passé qu'il préférerait garder enfoui. De plus, si Brooke en entendait parler, cela compliquerait son plan de vengeance d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ils retournèrent dans la salle de consultation où Lily était toujours assise, immobile. Linda, dit doucement le docteur Rodriguez, nous allons faire des tests pour clarifier votre relation avec Monsieur Sinclair, mais je veux que vous sachiez que, quels que soient les résultats, nous vous aiderons. Lily leva vers Victor des yeux qui semblaient refléter beaucoup trop de douleur pour quelqu'un qui était censé jouer la comédie. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Et toi, papa? Victor se sentit vraiment sans voix. Je suis désolé. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette époque, mais je veux vous aider, quoi que nous découvrions. Veux-tu rester avec moi ce soir? J'ai été seul depuis si longtemps. Le docteur Rodriguez secoua la tête. Le règlement de l'hôpital interdit les visites nocturnes à l'aile psychiatrique, mais Monsieur Sinclair pourrait venir pendant les heures normales pendant que nous réfléchissons à la situation. Je reviendrai demain, promit Victor, surpris de constater qu'il était sincère. En rentrant chez lui, Victor explora les possibilités. Soit Lily Morrison était une bien meilleure actrice qu'il ne l'avait imaginé et avait enquêté sur des détails de son passé qui n'auraient pas dû être accessibles, soit quelque chose de bien plus étrange se produisait. Mais sa propre réaction était encore plus étrange. Pour la première fois en 2 ans de planification, Victor hésitait quant à sa prochaine action. La performance de Lily avait été si convaincante qu'il avait commencé à y croire lui-même, et c'était dangereux. Il avait un plan de vengeance à exécuter, des cibles à éliminer et une réputation d'efficacité impitoyable à entretenir. Il ne pouvait laisser ni les sentiments ni la confusion compromettre ce qu'il avait mis 2 ans à construire. Mais lorsqu'il s'engagea dans son allée et vit la voiture de Brooke absente, il ne faisait aucun doute qu'elle était avec Todd, célébrant leur victoire imminente. Victor il réalisa que son plan parfait venait de développer sa première variable imprévisible. Et les variables imprévisibles avaient le don de tout bouleverser. Chapitre 5. Les complications. Victor entra chez lui et la trouva vide, ce qui n'était pas surprenant. Le programme du mercredi soir de Brooke était prévisible comme une horloge, un cours de yoga à 18 h, suivi d'un dîner avec Todd dans le restaurant qu'il pensait être à l'abri des regards. Il serait absent jusqu'après minuit. Il se rendit directement à son bureau au sous-sol et visionna les images de surveillance de la journée. La matinée avait été routinière. Brooke avait téléphoné à plusieurs reprises à son avocat spécialisé en divorce, confirmé son programme avec Todd pour la soirée et passé 40 minutes à rechercher des propriétés de luxe dans Léonton sur son ordinateur. Mais les images de l'après-midi étaient plus intéressantes. Derek Hollis avait été libéré sous caution et était arrivé à la maison à 14 h. La conversation entre lui et Brooke avait été tendue. Victor sortit l'enregistrement audio et écouta. Comme quoi, quelque chose cloche. Derek disait, d'abord, les flics ont trouvé de la drogue dans ma voiture, je le jure. N'était pas là. L'entreprise de Todd est alors frappée de toutes ces infractions. Maintenant, tu dis que Victor a reçu un appel bizarre au sujet d'une fille. Ce n'est probablement rien, répondit Brooke. Mais sa voix était teintée d'anxiété. Les riches sont tout le temps la cible d'arnaqueurs. Quelqu'un a probablement fait des recherches sur lui en ligne et a formé une fille pour le pousser à bout.
Ou quelqu'un nous observe, rétorqua Derek. Quelqu'un qui en sait assez sur notre situation pour commencer à faire pression. Tu es paranoïaque. Vraiment? Réfléchit Brooke. La salle de sport de Todd est fermée au moment même où il a le plus besoin d'argent. Je me fais arrêter pour possession de drogue au moment même où tu as besoin de moi pour déménager tes affaires. Et maintenant, Victor est emporté par une urgence au moment même où nous prévoyons de déménager. Victor sourit d'un air sombre. Derrick était plus intelligent qu'il ne le pensait. Mais des renseignements sans preuve n'étaient que de la paranoïa. Même si quelqu'un nous observe, dit Brooke, que peuvent-ils vraiment faire? Victor voyage constamment. Il prête à peine attention à ce que je fais quand il est à la maison. Et son contrat de mariage est en béton. Je reçois la moitié de tout ce que j'ai acquis pendant le mariage, quoi qu'il arrive. Pour faute. Et s'il demandait le divorce en premier? Pour quel motif? Il devrait prouver l'adultère, et il ne reste jamais assez longtemps pour nous attraper. De plus, Todd et moi avons été prudents. Victor a éclaté de rire dans son sous-sol vide. Prudent. Ils avaient couché dans son lit, utilisé sa douche, mangé sa nourriture et planifié leur avenir avec son argent. Leur définition de la prudence était adorablement naïve. Mais la paranoïa de Derrick posait problème. S'ils convainquaient Brooke et Todd de modifier leur plan, cela pourrait perturber le calendrier de Victor. Il avait besoin qu'ils agissent exactement comme prévu, avec trop d'assurance et de prévisibilité, ce qui signifiait que Derrick devait être écarté définitivement de l'équation. Victor a ouvert une application de communication sécurisée et a envoyé un message à Marcus Chin, besoin d'une consultation immédiate sur la cible secondaire. Conditions habituelles. La réponse est arrivée en quelques minutes. Compris. On s'occupera de ce soir. Derek Hollis serait de nouveau en détention demain matin. Cette fois, pour des accusations qui le maintiendraient en détention pendant des mois. Victor avait des preuves du trafic de drogue de Derrick. Son implication dans plusieurs vols à main armée et sa violation de l'ordonnance restrictive déposée par son ex-petit ami. Il suffisait d'une information anonyme au bon détective pour que Derrick disparaisse de la vie de Brooke et Todd comme s'il n'avait jamais existé. Mais le cas de Lily Morrison était plus complexe. Victor avait passé le trajet du retour à analyser sa performance, essayant de déterminer si elle jouait toujours ou si quelque chose d'autre se tramait. Les détails qu'elle lui avait fournis sur sa cicatrice et les histoires de princesse le troublaient au plus haut point. Ce n'étaient pas des faits que l'on pouvait rechercher en ligne ou obtenir par une simple enquête. C'étaient des détails intimes de son passé qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Victor ouvrit ses dossiers sécurisés et commença à passer en revue tout ce qu'il savait sur Lily Morrison. Née à Portland, dans l'Oregon, de parents décédés dans un accident de voiture à l'âge de 15 ans. Élevée par sa grand-mère jusqu'à ses 18 ans, elle déménagea ensuite à New York pour se consacrer au métier d'actrice. Pas de frères et sœurs, pas de famille élargie, aucun lien avec son passé qu'il puisse identifier. Mais si son passé n'était pas ce qu'il semblait être? L'expertise de Victor était là. Créer de fausses identités et manipuler des informations. Et si quelqu'un d'autre jouait le même jeu, utilisant Lily comme arme contre lui? La possibilité était inquiétante. Victor s'était fait des ennemis pendant son service militaire, des gens qui pourraient vouloir se venger des décennies plus tard. Mais aucun d'eux n'aurait dû être au courant de sa situation actuelle avec Brooke. Et aucun d'eux n'aurait eu de raison de le cibler par une opération psychologique aussi élaborée. À moins que ce ne soit pas du tout lié à son passé militaire, à moins que quelqu'un ait découvert son plan de vengeance et tente de le retourner contre lui. Victor ressentit une sensation familière. L'hypersensibilité qui survient lorsqu'une mission est compromise. Son instinct lui disait qu'il n'était plus le seul acteur dans ce jeu. Son téléphone sécurisé vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Vous appréciez vos retrouvailles avec Linda? Certains liens familiaux sont plus profonds que la mémoire. Un ami. Victor fixa le message, son esprit explorant les possibilités. Quelqu'un l'observait, quelqu'un qui était au courant de sa visite à l'hôpital, quelqu'un qui comprenait les tensions psychologiques qui l'affecteraient le plus. Il remonta le numéro, mais il aboutit à un téléphone prépayé acheté en espèces dans un magasin d'électronique de Manhattan. Les caméras de sécurité du magasin avaient mystérieusement mal fonctionné ce jour-là. Un travail de pro. Celui qui était derrière tout ça comprenait la sécurité opérationnelle aussi bien que Victor. Un deuxième message est arrivé. Votre femme prévoit de déposer les papiers du divorce lundi.
Je pensais que vous devriez le savoir. Elle n'est pas la seule à avoir des amis qui la surveillent. Victor a supprimé les 2 messages et a passé 20 minutes à exécuter des protocoles de contre-surveillance sur ses propres systèmes. Quelqu'un avait surveillé ses communications, mais il avait soigneusement dissimulé ses traces. L'intrusion était suffisamment sophistiquée pour suggérer une formation militaire ou de renseignement. À 23 heures, Brooke n'était toujours pas rentré. Victor a vérifié sa position grâce à l'application de localisation sur son téléphone. Elle était chez Todd, célébrant sans doute leur dernier préparatif. Victor a pris une décision. Demain, il retournerait à l'hôpital et pousserait Lily Morrison plus loin, pour déterminer une fois pour toutes si elle était une actrice jouant un rôle ou quelque chose de plus dangereux. Il accélérerait également sa chronologie pour détruire Brooke et Todd. Mais ce soir, il tendrait un piège à celui qui manipulait les événements dans l'ombre. Victor a passé 2 heures à modifier son système de sécurité, ajoutant des protocoles de détection conçus pour identifier les tentatives de surveillance. Il a également placé plusieurs fausses informations dans ses fichiers numériques. Des détails sur ses plans qui étaient légèrement incorrects. Si quelqu'un le surveillait, il agirait sur cette fausse information, se révélant. Alors qu'il terminait ses préparatifs, la voiture de Brooke s'est arrêtée dans l'allée. Victor regarda à travers ses moniteurs alors qu'elle trébuchait légèrement en sortant de la voiture. Elle buvait plus que d'habitude. Elle est entrée dans la maison et est allée directement dans leur chambre où elle s'est douchée et s'est changée en pyjama avant de vérifier son téléphone une dernière fois. Puis elle s'est endormie avec le genre d'expression paisible qui appartenait à quelqu'un qui croyait que leur problème était presque terminé. Victor est resté dans son bureau du sous-sol en revue des images et analysant les données jusqu'à 3 heures du matin. D'ici demain soir, il saurait qui ils étaient et ce qu'ils voulaient, puis il les détruirait avec tous ceux qui avaient fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient manipuler Victor Sinclair. Chapitre 6, la vérité dévoilée. Victor est arrivé à Westchester Medical Center le lendemain matin avec une mallette contenant un équipement de test d'ADN et un analyseur de stress vocal déguisé en enregistreur numérique. Si Lily Morrison agissait, il le prouverait. Si elle ne l'était pas, il avait besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Le docteur Rodriguez l'a rencontré dans le hall avec une expression de préoccupation professionnelle. « Monsieur Sinclair, je suis content que vous soyez ici. Linda a passé une nuit difficile. Elle a vécu ce qui semblait être des souvenirs récupérés. Très détaillés, très traumatisants. Nous avons dû augmenter sa sédation. Quel genre de souvenirs? L'accident de voiture qu'elle a mentionné hier, mais avec beaucoup plus de détails. Elle décrit des choses qui, eh bien, elles sont assez spécifiques. La température de l'eau, le bruit du concassage métallique, la sensation d'être piégée. Soit elle a subi un traumatisme sévère, soit elle a des épisodes psychotiques. Il traverse le quartier psychiatrique vers la chambre de Lily. Victor a remarqué une sécurité accrue. 2 ordonnées dans le couloir, des caméras dans tous les coins et des cartes d'accès requises pour chaque porte. Le docteur Rodriguez, quelqu'un d'autre a été intéressé le cas de Linda? Vous a contacté à propos d'elle? Elle fit une pause. C'est une question intéressante. Nous avons reçu un appel hier soir de quelqu'un qui prétend provenir du State Psychiatric Review Board. Il voulait des copies des fichiers de Linda, mais lorsque j'ai appelé le conseil d'administration pour vérifier, il n'avait aucune trace de la demande. La mâchoire de Victor se resserra. Quelqu'un travaillait définitivement contre lui et il se déplaçait rapidement. J'aimerais suggérer quelque chose, a déclaré Victor. J'ai apporté du matériel pour les tests ADN et j'aimerais également enregistrer notre conversation aujourd'hui. Si Linda croit vraiment que je suis son père, l'enregistrement pourrait aider avec son traitement. Bien sûr, toutes les données supplémentaires pourraient être utiles. Ils sont entrés dans la salle de consultation pour trouver Lily assise exactement où elle était la veille, mais son apparence avait radicalement changé. Ses yeux étaient rouges et hantés, ses cheveux imprégnés et ses mains tremblaient légèrement en levant les yeux. « Papa » murmura-t-elle. Mais cette fois, le mot portait un poids de désespoir qui faisait serrer la poitrine de Victor. « Bonjour, Linda. » Victor a activé son stress caché analyseur et configuré le kit de test ADN. Le docteur Rodriguez me dit que vous vous souvenez plus de l'accident. Lily hocha la tête, ses yeux fixés sur son visage avec une intensité qui était dérangeante. Je me souviens de tout maintenant. La pluie. Maman pleurant parce que vous vous êtes battu. Elle conduisait trop vite. Et lorsque nous avons frappé le garde-corps, la voiture s'est retournée dans la rivière.
L'analyseur de stress de Victor a enregistré des pointes massives dans la biométrie, la fréquence cardiaque, la respiration, le stress vocal de Lily, mais les modèles étaient cohérents avec quelqu'un revivant de traumatismes authentiques, pas quelqu'un qui fabrique une histoire. Que s'est-il passé après que la voiture soit entrée dans l'eau? Demanda le docteur Rodriguez doucement. Il faisait si froid. Je ne pouvais pas respirer. Maman était qu'elle ne bougeait plus, mais papa m'a sorti. Il m'a tiré par la fenêtre et a nagé sur le rivage, mais il s'est effondré. Il y avait du sang dans l'eau. Linda, dit Victor attentivement. J'ai besoin que tu sois très spécifique. Pouvez-vous décrire la blessure qui a provoqué le saignement? Votre tête a été coupée ici. Elle fit un geste vers un endroit au-dessus de son temple gauche, et là quelque chose ne va pas avec votre bras. Vous avez continué à essayer de me tenir, mais votre bras gauche ne fonctionnerait pas correctement. Le souffle de Victor a pris. La blessure à la tête et les lésions nerveuses qu'elle décrivait correspondaient exactement à ses dossiers médicaux militaires réels. Les détails qui ont été classés et auraient dû être impossibles pour quiconque d'accéder. Le docteur Rodriguez, dit Victor, sa voix serrée. J'ai besoin de vous parler en privé. À l'extérieur de la pièce, Victor a eu du mal à maintenir son sang-froid. Docteur, j'ai besoin de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Mes dossiers médicaux militaires montrent des blessures qui correspondent exactement à ce que Linda vient de décrire. Traumatisme de la tête et lésions nerveuses à mon bras gauche. Mais ces blessures se sont produites en Afghanistan, et non dans un accident de voiture. Le docteur Rodriguez a étudié attentivement son visage. Monsieur Sinclair, est-il possible que vos souvenirs de la façon dont vous recevez ces blessures soient faux? Que votre esprit a créé l'histoire de traumatisme militaire pour bloquer quelque chose de plus dévastateur? Non. J'ai de la documentation, des photographies, des témoins. J'ai été blessé par une explosion d'IED. Je n'ai jamais été marié avant ma femme actuelle et je n'ai jamais eu de fille. Alors comment expliquez-vous les connaissances de Linda à cette blessure spécifique? Victor n'avait aucune explication. Soit Lily Morrison avait accès à des dossiers médicaux militaires classifiés, soit quelque chose de bien étranger se produisait. Ils sont retournés dans la salle de consultation où Lily regardait par la fenêtre avec une expression d'une profonde tristesse. Linda, dit Victor, assis en face d'elle. Je vais vous poser quelques questions et j'ai besoin que vous répondiez aussi honnêtement que possible. D'accord, papa. Quel est votre nom complet? Linda Marie Sinclair. Mais les gens de l'autre hôpital m'ont appelé Linda Morrison parce qu'ils ont dit que ma mémoire était confuse. Le sang de Victor a couru froid. Il n'avait jamais dit à Lily que le nom de son personnage devrait être Linda Sinclair. Il lui avait spécifiquement demandé d'utiliser Linda Chambers. Quel autre hôpital? Celui de l'Oregon. J'étais là depuis 15 ans, papa. Ils ont dit que vous receviez un traitement ailleurs. Que vous ne pouviez pas prendre soin de moi à cause de votre lésion cérébrale. Ils ont dit que lorsque je me suis amélioré, quand je me souvenais correctement des choses, je pouvais te trouver. Victor a regardé le docteur Rodriguez, qui prenait des notes avec une intensité croissante. Linda, qui a dit vous venez à New York, qui vous a donné mon adresse? Docteur Patterson à l'hôpital Oregon. Il a dit que mes souvenirs devenaient plus clairs, qu'il était temps de renouer avec mon père. Il m'a donné de l'argent pour le voyage et m'a dit où vous trouver. Vous souvenez-vous du prénom du docteur Patterson? Dr William Patterson. Il était gentil avec moi, mais il semblait toujours triste quand il parlait de vous. Il a dit, vous aviez traversé des choses terribles et pourrait ne pas vous souvenir de moi au début. Les mains de Victor tremblaient maintenant. Le docteur William Patterson avait été son commandant en Afghanistan, l'homme qui l'a retiré de l'épave après l'explosion des IED. Patterson était décédé dans un accident d'hélicoptère il y a 3 ans. Docteur Rodriguez, dit Victor, sa voix contrôlée à peine. J'ai besoin de passer des appels téléphoniques. Immédiatement dans le couloir, Victor a appelé son ancien contact de renseignement militaire, la colonelle Sarah, en utilisant une ligne sécurisée. Sarah, j'ai besoin de vous pour effectuer une vérification complète de Linda Morrison. Aussi, Linda Sinclair, 22 ans, originaire de l'Oregon, et je dois vérifier si le docteur William a fait des connexions à l'Oregon, et j'ai besoin de vous pour vérifier si Pacific Northwest avant sa mort. Oregon pendant 15 ans. Accident de voiture quand Linda avait 7 ans. Le père, selon les dossiers,
avait été transféré dans un établissement psychiatrique militaire pour le traitement du SSPT sévère et de la perte de mémoire après l'accident. Mais rien de tout cela n'était vrai. Victor n'avait jamais été marié à personne nommée Elena, n'avait jamais eu de fille, n'avait jamais été dans un accident de voiture. Quelqu'un avait créé une fausse histoire entière avec des dossiers militaires, des fichiers psychiatriques et une personne vivante qui croyait tous les détails. La dernière pièce est venue dans un appel de Sarah. Victor, j'ai trouvé quelque chose. Le docteur Patterson a travaillé avec des installations psychiatriques avant sa mort. Il faisait partie d'un programme classifié appelé Project Mainbridge, Psychological Warfare Research. Le programme a été conçu pour créer des active dormeurs en utilisant l'implantation de la mémoire et la manipulation d'identité. Victor sentit le sol se déplacer sous ses pieds. Tu dis que Linda est un agent dormante? Je dis que quelqu'un a utilisé la psychologie expérimentale pour créer une personne qui croit vraiment qu'elle est votre fille, avec des souvenirs détaillés qui montent avec votre histoire. La question est de savoir qui a accès à cette technologie et pourquoi il l'utilise contre vous. Victor a raccroché et est revenu à la salle de consultation où Lily attendait avec la même expression du patient qu'elle avait porté pendant 2 jours. Mais maintenant, il a compris qu'elle n'agissait pas du tout. Elle croyait vraiment qu'elle était sa fille parce que quelqu'un l'avait programmée pour le croire. Quelqu'un qui connaissait sa véritable histoire, son service militaire, sa situation actuelle avec Brooke. Quelqu'un qui utilisait la guerre psychologique contre lui avec la même précision impitoyable qu'il avait prévu d'utiliser contre sa femme et son amant. Linda, dit-il doucement, je te crois, et je vais vous aider à vous souvenir de tout. Mais d'abord, il allait trouver quiconque l'avait créé et les détruire. Chapitre 7. Le chasseur est chassé. Victor a passé la maison à analyser les implications de ce qu'il a découvert. Quelqu'un ayant accès à une technologie classifiée de la guerre psychologique militaire avait créé Lily Morrison. Ce qui a vraiment cru à la guerre psychologique. Réunion? Porte, se déplaçant avec la précision prudente que sa formation lui avait appris. La maison semblait normale. Le sac à main de Brooke sur le comptoir de la cuisine, son ordinateur portable s'ouvrit sur la table de la salle à manger, la légère parfum de son parfum en l'air. Mais alors que Victor descendait à son bureau du sous-sol, il savait immédiatement que quelqu'un était là. Rien n'était évidemment déplacé, mais les signes subtils étaient indubitables pour quelqu'un formé à la surveillance. Une chaise positionnée légèrement différemment, des papiers empilés dans une commande qu'il n'a jamais utilisée, son moniteur d'ordinateur a incliné à quelques degrés de sa position normale. Sur son bureau se trouvait un seul dossier de manille qui n'avait pas été là ce matin-là. À l'intérieur, il y avait une photographie de Brooke et Todd ensemble dans son gymnase, et en dessous, une note manuscrite dans l'écriture familière. Certaines trahisons sont plus profondes que le mariage. Une certaine vengeance prend plus de temps à planifier. Phase 2, laissez les jeux commencer. Elena. Victor regarda la signature, son esprit sous le choc. Elena, le nom des faux souvenirs de Linda. L'épouse fictive qui était censée être décédée dans un accident de voiture avec leur fille fictive. Mais l'écriture n'était pas fictive. Vainqueur l'a reconnu même s'il ne l'avait pas vue depuis près de 20 ans. Elena Vasquez avait été un collègue officier du renseignement en Afghanistan, quelqu'un avec qui il avait travaillé sur plusieurs opérations classifiées. Plus que cela, ils étaient amoureux depuis 6 mois jusqu'à ce qu'elle ait été réaffectée à une autre unité. Victor avait pensé qu'il l'aimait, mais les relations militaires étaient compliquées, et ils se sont séparés après son transfert. Elena avait été signalée tuée au combat 2 ans plus tard lors d'une mission en Syrie qui avait mal tourné. Victor avait assisté au service commémoratif, avait affligé ce qui aurait pu être. Mais si Elena était en vie, si elle opérait sous une couverture profonde depuis 15 ans, alors tout ce que Victor pensait qu'il savait sur son passé était mauvais. Son téléphone sécurisé a sonné. Cette fois, quand il a répondu, il a entendu une voix qu'il avait pensé avoir été réduite au silence pour toujours. Bonjour, Victor. Surprise Elena. Son nom est venu à peine un murmure. Vous êtes censé être mort. La mort était très exagérée. Nécessaire à la mission, mais temporaire. Je te regarde depuis très longtemps, ma mort. Regardant vous construisez votre petite vie. En vous regardant planifier votre petite vengeance contre votre femme tricheuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce jeu élaboré avec Linda? Le rire d'Elena était chaleureux et familier. Porteur des échos de nuits de désert et de secrets partagés. Parce que tu m'as fasciné à l'époque, et tu me fascines maintenant.
La façon dont votre esprit fonctionne, la précision de votre planification, l'impitoyable que vous cachez derrière cette façade respectable. Je voulais voir comment vous gériez une opération psychologique dirigée contre vous. Vous avez utilisé une fille innocente comme arme. Innocent. Victor. Linda n'est pas une actrice aléatoire que j'ai recrutée. C'est ma fille. Notre fille. Les mots frappent Victor comme un coup physique. C'est impossible. Nous ne nous sommes jamais mariés. Non, mais nous étions ensemble et j'étais enceinte quand j'ai été réaffectée. Je ne vous ai jamais dit parce que je savais que cela compromettrait à la fois nos carrières. Après que la mission en Syrie est mal tournée et que je suis officiellement décédé, j'ai donné naissance à Linda dans une maison en Roumanie. Elle est avec moi depuis. Les jambes de Victor ont cédé et il s'est effondré sur sa chaise de bureau. Linda est vraiment ma fille. Biologiquement, oui. Mais j'ai eu ses souvenirs ajustés quand elle était jeune. Lui a donné un père différent, une histoire différente. C'était plus sûr de cette façon, plus simple. Elle a grandi en pensant que son père était un homme d'affaires décédé quand elle était petite. Ensuite, comment se souvient-elle de détails sur mes blessures militaires? Des choses qui se sont produites avant sa naissance. Parce qu'il y a 3 mois, j'ai eu ses souvenirs ajustés à nouveau. Les faux supprimés, les vrais restaurés, ainsi que quelques détails supplémentaires de vos fichiers classifiés. Je voulais qu'elle te trouve naturellement, qu'elle soit vraiment confuse à propos de son identité. La performance que vous avez vue à l'hôpital n'agissait pas Victor. C'était une jeune femme dont la réalité entière avait été réécrite, essayant désespérément de comprendre qui elle était vraiment. Victor se sentait malade. Vous avez torturé notre fille pour m'atteindre. Je l'ai préparée à la vérité. Il y a une différence. Linda est forte. Elle a hérité de cela de nous deux. Elle se remettra de la confusion temporaire une fois qu'elle comprendra l'image complète. Que voulez-vous, Elena? Ce que j'ai toujours voulu. Mais pas la version domestiquée tu es devenue. Jouant à la maison avec un créneau d'or. Je veux que le vainqueur soit le premier nouveau en Afghanistan. Sigle, dangereux, intransigeant. L'homme qui pourrait éliminer 3 agents ennemis avec une fourche de dîner et planifier une opération de guerre psychologique qui rendrait la CIA jalouse. L'esprit de Victor courait, essayant de traiter les implications. Vous m'avez regardé planifier ma vengeance contre Brooke. Chaque détail, votre surveillance, vos campagnes de pression psychologique, votre calendrier pour la détruire et son amant. Ça a été magnifique à regarder. Victor, élégant et impitoyable, mais à petite échelle. J'ai quelque chose de plus grand à l'esprit, comme Todd Brennan n'est pas seulement un entraîneur personnel ayant une liaison avec votre femme. C'est un ancien agent du renseignement qui est devenu sombre il y a 3 ans. Il utilise sa relation avec Brooke pour accéder à vos fichiers clients, vendant des informations sur votre travail de conseil en sécurité aux intérêts étrangers. Victor a senti une autre pièce du puzzle cliquer en place. Vous dites que Todd a ciblé Brooke spécifiquement pour m'atteindre. Le vrai nom de Todd est Tomakov. Il est russe le renseignement, qui fait partie d'une opération à long terme pour compromettre les entrepreneurs de sécurité américains. Votre femme ne vous trompe pas pour l'amour ou l'argent, Victor. Elle a été recrutée comme un atout. Les implications étaient stupéfiantes. Si Brooke travaillait avec des renseignements étrangers, cela signifiait que toute la clientèle de Victor était compromise. Ses protocoles de sécurité, ses méthodes, ses contacts, tout ce qu'il a construit pourrait être entre les mains ennemies. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai besoin de votre aide pour les arrêter. Et parce que vous méritez de savoir que votre plan de vengeance personnelle est entré au milieu d'un jeu beaucoup plus grand. Todd et Brooke ne volent pas seulement votre mariage, Victor. Ils volent votre pays. Victor se leva et se dirigea vers son murmure, récupérant un pistolet et vérifiant sa charge. Où sont-ils maintenant? Ensemble à l'appartement de Todd, en téléchargeant le dernier de vos fichiers clients sur un serveur sécurisé. Il prévoit de disparaître ce soir. Après que Brooke dépose les papiers de divorce demain matin, au moment où vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, ils seront à Moscou avec suffisamment d'intelligence pour compromettre chaque client que vous avez jamais protégé. Et tu veux que je les arrête? Je veux que nous les arrêtons ensemble comme nous aurions dû être toujours. Victor regarda la photographie de Brooke et Todd, sentant la focalisation froide familière qui s'est déroulée avant les opérations de combat. Sa vengeance personnelle avait été compliquée par des enjeux plus importants,
mais la mission de base est restée la même. Éliminer les menaces à tout ce qu'il avait construit. Qu'avez-vous en tête? La voix d'Elena portait un sourire. Il pourrait presque voir quelque chose qui vous rappellera pourquoi nous avons si bien travaillé ensemble en Afghanistan. Quelque chose de définitif et absolu. J'écoute. L'immeuble de Todd a une fuite de gaz qui a été signalée à la ville mais pas encore réparée. Une telle tragédie lorsque ces anciens bâtiments ont des accidents, surtout lorsque les agents étrangers sont négligents avec leurs cigarettes. Victor a ressenti une ruée familière. La combinaison du but juste et de la capacité mortelle qui l'avait rendu si efficace sur le terrain. Elena avait raison. Il pensait trop petit, planifiant une vengeance psychologique élaborée lorsque la situation appelait à une action directe. Et Linda? Elle est en sécurité à l'hôpital pour l'instant. Après ce soir, nous la ramener à la maison et l'aider à s'adapter à la vérité sur sa filiation. Elle comprendra que tout ce que nous avons fait était nécessaire. Victor regarda autour de son bureau du sous-sol. Les moniteurs montrant des chambres vides. Les fichiers documentant un mariage qui avait été un mensonge depuis le début. La preuve de trahison qui est allée bien plus loin que l'adultère. Elena, après avoir géré Todd et Brooke, que se passe-t-il entre nous? Cela dépend de savoir si vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, Victor. L'homme dont je suis tombé amoureux en Afghanistan n'hésiterait pas une seconde. La question est de savoir si cet homme existe toujours. Victor a souri pour la première fois depuis des jours, sentant quelque chose de froid et de mortel s'installant dans un endroit dans sa poitrine. Il n'est jamais parti. Il attendait juste la bonne mission. Alors allons travailler. Chapitre 8. L'opération finale. Victor a rencontré Elena dans un parking à Mount Kisco, à 3 pâtés de maison de l'immeuble de Todd. Elle est sortie d'une berline noire regardant. Exactement comme il se souvenait d'elle il y a 20 ans. Les cheveux noirs recula sévèrement, les yeux intelligents qui n'ont rien manqué et le genre de grâce contrôlée qui provenait d'années d'entraînement au combat. Vous n'avez pas vieilli par jour, a déclaré Victor en s'approchant. Une vie propre et une bonne génétique, a répondu Elena. Mais il y avait quelque chose gardé dans son expression. Victor, avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que nous allons faire, il n'y a pas de retour. Une fois que Todd et Brooke sont éliminés, votre ancienne vie se termine complètement. Bon. Ma vieille vie a été construite sur des mensonges. Elena a étudié son visage dans l'éclairage de garage sombre. Et Linda, tu es prêt à être père d'une fille que tu n'as jamais élevée? Une fille dont nous avons manipulé la réalité entière à des fins opérationnelles? Victor avait réfléchi à cette question pendant le trajet. L'idée d'avoir une fille était écrasante, mais l'alternative, la laissant dans le système psychiatrique, confuse et seule, était inacceptable. Nous allons le comprendre, a-t-il dit. Après ce soir. Elena hocha la tête et ouvrit son coffre, révélant une gamme d'équipements qui semblaient avoir été assemblés pour une opération militaire. Les équipements de surveillance, l'équipement de communication et plusieurs articles Victor ont reconnus comme des dispositifs incendiaires. Le bâtiment de Todd a 12 unités, Elena a expliqué, étalant un plan à travers le couvercle du coffre. Il est dans un appartement 4B corner avec 2 sorties. La fuite de gaz est réelle. La gestion des bâtiments l'ignore depuis des semaines. Tout ce que nous devons faire est de créer une source d'allumage. Qu'en est-il des dommages collatéraux? D'autres bâtiments des résidents ont été évacués pour une inspection de la ville qui était mystérieusement programmée ce soir. Incroyable à quel point il est facile de manipuler les systèmes bureaucratiques lorsque vous connaissez les bons points de pression. Victor a examiné le plan, notant les itinéraires d'évasion et les lignes de vue. La voiture de Brooke n'est pas dans le parking. Comment savons-nous qu'ils sont tous les deux à l'intérieur? Elena lui a montré une tablette affichant des images de surveillance en direct de l'intérieur de l'appartement de Todd. À travers ce qui semblait être une caméra cachée, Victor pouvait voir Brooke et Todd sur un ordinateur téléchargeant des fichiers sur un lecteur externe. Depuis combien de temps les regardez-vous? 3 mois. J'avais besoin de confirmer que Todd était vraiment un renseignement russe avant de vous impliquer. Votre gouvernement a une faible vision d'assassiner des entraîneurs personnels, mais les agents ennemis sont un jeu équitable. Victor a regardé le visage de Brooke sur l'écran alors qu'elle copiait son fichier client. Il n'y avait aucune émotion là-bas, ni culpabilité ni hésitation. Elle travaillait avec l'efficacité ciblée d'un opérateur professionnel. Est-ce que tout était réel? Il a demandé. Notre mariage, ses sentiments, n'importe quoi.
Todd a recruté ses 18 mois après votre mariage, a déclaré Elena doucement. Avant cela, elle était exactement ce qu'elle semblait être, une fouille d'or qui vous a épousé pour de l'argent. L'angle de renseignement étranger est venu plus tard. Elle m'a donc trahi 2 fois. Une fois pour de l'argent, une fois pour l'idéologie. Certaines personnes sont des traîtres naturels, Victor. C'est un défaut de personnage qui les rend utiles aux gens comme nous. Elena lui a tendu un écouteur et un petit appareil qui ressemblait à un ouvre-porte de garage. Détonator, a-t-elle expliqué. Nous attendons qu'ils soient tous les deux confirmés à l'intérieur, puis déclenche l'explosion de gaz. Cela ressemblera à un accident. Appareil défectueux, mauvais entretien des bâtiments, accident tragique. Victor a attaché l'écouteur et a testé le système de communication. La voix d'Elena est clairement passée. Pouvez-vous m'entendre? Affirmatif. Bon. Je vais prendre position de l'autre côté de la rue, maintenir Overwatch, et ne confirmer aucun visiteur inattendu. Vous approchez de l'arrière, placez le dispositif incendiaire et déclenchez-vous sur mon signal. Victor hocha la tête, sentant le calme familier qui a précédé les opérations mortelles. C'était pour cela qu'il avait été formé, ce qu'il avait fait des dizaines de fois en Afghanistan. Le fait que l'une des cibles était sa femme le rendait personnel, mais cela n'a pas changé les exigences tactiques. Ils ont synchronisé leurs montres et sont passés en position. Victor a approché le bâtiment de Todd à travers la ruelle arrière, notant la forte odeur de gaz qui avait fui dans la salle de service du sous-sol. Elena avait raison. Le bâtiment était un désastre qui attendait de se produire. L'entrée arrière a été sécurisée avec un verrou standard qui a pris Victor moins de 30 secondes pour contourner. Il s'est déplacé dans les couloirs arrière de l'immeuble, suivant le plan d'Elena, qu'Elena avait fourni jusqu'à ce qu'il atteigne la buanderie adjacente à l'appartement de Todd. Le dispositif incendiaire était simple mais efficace. Un système d'allumage retardé qui créerait une étincelle dans l'espace à gaz environ 90 secondes après l'activation, plus que suffisamment de temps pour que Victor atteigne une distance de sécurité. Emballage placé. Il chuchota Théil dans son microphone. Confirmé. Les 2 cibles toujours à l'intérieur de l'appartement. Se préparer à déclencher en 60 secondes. Victor est revenu dans le bâtiment et est sorti à l'arrière, se positionnant derrière une benne à ordures à 50 verges avec une vue claire des fenêtres d'appartement de Todd. Victor. La voix d'Elena est passée par son écouteur. Avant de continuer, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais cessé de vous aimer. Tout ce que j'ai fait, la fausse mort, les années de séparation, même la manipulation avec Linda, c'était tout pour nous ramener. Elena, je sais que ce n'est pas le moment, mais j'avais besoin de le dire. En 30 secondes, nous serons tous les deux des meurtriers. Je voulais que vous sachiez pourquoi. Victor a regardé la fenêtre de l'appartement où il pouvait voir des ombres se déplacer derrière les rideaux. Brooke et Todd, poursuivant leur trahison, ignorant que leur vie était sur le point de se terminer. 10 secondes, a annoncé Elena. Le doigt de Victor planait au-dessus du détonateur. 20 ans de formation professionnelle lui ont dit de terminer la mission. C'était ennemi des agents qui avaient compromis la sécurité nationale et trahi l'homme qu'ils avaient prétendu aimer. Mais quelque chose d'autre l'a arrêté. Une prise de conscience qui s'était construite depuis qu'il avait entendu la voix de Linda l'appeler papa. Elena, interdit la mission. Quoi? Victor, nous ne pouvons pas. J'ai dit abandonner. Je ne déclenche pas l'appareil. Silence à la radio pendant plusieurs secondes. Alors Victor, qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont là. Nous pouvons mettre fin à cela. Nous pouvons le mettre fin différemment. Victor se leva et s'éloigna du bâtiment, laissant le dispositif incendiaire en place, mais armé. Elena, j'ai passé 2 ans à planifier ma propre vengeance contre Brooke et Todd. Torture psychologique élaborée, ruine financière, humiliation publique. J'allais les détruire lentement et complètement. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que le genre d'homme qui planifie ce niveau de vengeance n'est pas le genre d'homme qui devrait élever une fille. Linda a traversé suffisamment de manipulation et de traumatisme. Elle a besoin d'un père qui peut choisir le pardon plutôt que la vengeance. Victor, ce sont des agents étrangers. Ils ont compromis vos clients, volé des informations classifiées. Ensuite, nous le gérons légalement. Je vais contacter le FBI, fournir des preuves, laisser le système judiciaire fonctionner, mais je ne deviendrai pas un tueur devant la fenêtre de ma fille. Un autre long silence.
Puis la voix d'Elena plus froide maintenant. Je t'ai mal jugé, Victor. L'homme que je connaissais en Afghanistan n'aurait pas hésité. L'homme que vous connaissiez en Afghanistan n'avait pas de fille à penser. Victor se dirigeait vers sa voiture lorsque l'explosion s'est allumée dans le ciel nocturne derrière lui. L'explosion était énorme, brisant les fenêtres pour 3 blocs et envoyant une boule de feu dans le ciel nocturne. Il se retourna, fixant avec horreur l'enfer qui avait été le bâtiment de Todd. « Elena, qu'as-tu fait ? » « J'ai terminé la mission. » Sa voix est passée à travers l'écouteur, maintenant crépitant avec statique de l'impulsion électromagnétique. Certaines trahisons nécessitent du sang. Victor, je pensais que tu avais compris cela. Victor a couru vers le bâtiment en feu, mais la chaleur était trop intense pour approcher. Les camions de pompiers approchaient déjà au loin, mais il n'y avait aucun moyen de faire à l'intérieur, ce bâtiment avait survécu. Brooke et Todd étaient morts. Elena les avait tués tous les deux pendant que Victor pensait qu'il choisissait la miséricorde. « Elena » a-t-il crié dans son microphone, mais il n'y a eu aucune réponse. Elle était partie, a disparu dans la nuit comme elle avait été formée à faire. Victor se tenait dans la rue en regardant les funérailles de sa femme contre le ciel nocturne et s'est rendu compte que ses choix avaient conduit à ce moment aussi que s'il avait déclenché l'appareil lui-même. Il avait pensé qu'il choisissait le pardon. Mais Elena avait eu raison sur une chose. Certaines trahisons ne pouvaient répondre qu'avec du sang. La question était maintenant de savoir quel genre d'homme il serait quand il est entré dans cet hôpital demain pour réclamer sa fille. Chapitre 9. Le prix de la vérité. Victor était assis dans sa voiture à l'extérieur du Westchester Medical Center alors que le soleil se levait sur le parking en regardant la couverture des nouvelles de l'explosion sur son téléphone. L'histoire officielle était exactement ce que Elena avait prévu. Fuite de gaz, accident tragique. 2 victimes identifiées comme Brock Sinclair et Thomas Brennan. Le FBI finirait par découvrir que la véritable identité de Todd et ses connexions d'intelligence, mais à ce moment-là, le récit serait 7. Un accident aléatoire, pas un assassinat. Victor avait passé la nuit à revoir tout ce qu'il savait sur le retour d'Elena des morts, sa manipulation des souvenirs de Linda et son orchestration des meurtres d'hier soir. La femme qu'il avait autrefois aimée était devenue quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Quelqu'un prêt à tuer sans hésitation et à manipuler sa propre fille comme une arme. Mais la réalisation la plus inquiétante était qu'Elena avait eu raison sur une chose. Victor avait planifié sa propre forme de meurtre psychologique contre Brooke et Todd. La seule différence entre son plan et celle d'Elena était la méthode, pas le but ultime de la destruction. Le docteur Rodriguez l'a rencontré dans le hall de l'hôpital avec une expression de sympathie professionnelle. « Monsieur Sinclair, j'ai entendu parler du terrible accident hier soir. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » « Merci », Victor a répondu, même s'il ne savait pas quelle émotion il était censé ressentir. Soulagement que la trahison de Brooke était terminée. Culpabilité qu'il avait planifié sa propre vengeance. La colère qu'Elena avait forcé sa main. Comment va Linda ce matin? Beaucoup mieux, en fait. Elle vous demande constamment. Les souvenirs semblent se stabiliser. Elle ne connaît plus la confusion et la fragmentation que nous avons vues hier. Il traverse le quartier psychiatrique vers la chambre de Linda. Victor redoutait la conversation à venir, sachant qu'il devrait mentir à sa fille sur les actions de sa mère et son propre rôle dans les événements de la nuit dernière. Linda était assise près de la fenêtre quand ils sont entrés, semblant plus composée qu'elle ne l'avait fait depuis que Victor l'a rencontrée pour la première fois. Quand elle l'a vu, son visage s'est allumé de véritable joie. « Papa », le docteur Rodriguez a dit, « je peux rentrer chez moi aujourd'hui si vous êtes prêt à me prendre. » Victor sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Le mot maison impliquait une vie ensemble qu'il n'était pas sûr de savoir comment construire. « Linda, nous devons d'abord parler de certaines choses. » « À propos de ta mère ? Que se passe-t-il ensuite ? » « Je sais, dit-elle doucement. Le docteur Rodriguez m'a parlé de la mort de maman dans l'explosion. Je suis triste, mais je ne suis pas surpris. Elle a toujours vécu dangereusement. Victor a échangé des regards avec le docteur Rodriguez. Que voulez-vous dire par là ? She was always traveling, always involved in things she couldn't talk about. I knew she wasn't really a travel agent like she told people. And when she decided to have my memory changed, she explained that it was for my safety, that there were people who might hurt me if they knew who my father really was. Linda, your mother told you that he was your father.
3 Montago, yes. She said it was time for me to know the truth, that he was old enough to handle it. She told me you were a security specialist who had worked for the government, that you were brave and good, but also dangerous when you needed to be. Victor sat down across from her trying to process this new information. Did she tell you why she faked her death all those years ago? She said it was a mission that went wrong, but that she couldn't come home because it would put both of us in danger. She's been watching over us from a distance, making sure we were safe. Dr. Rodriguez cleared her throat. Monsieur Sinclair, ILL give you some privacy to talk, but Linda, remember what we discussed about processing traumatic information slowly. After the doctor left, Victor studied his doctor's face, looking for signs of the psychological